Bonjour à toutes et à tous. Et je remercie les organisateurs, l'IFV et les Vins du Sud-Ouest, de me donner l'occasion de présenter une partie de nos travaux. Donc vous voyez que la question est vraiment d'actualité. On a parlé de canicule, de vagues de chaleur, d'augmentation des températures. Donc évidemment, pour produire des vins de qualité, on peut se poser la question de l'impact, et notamment sur tout ce qui est les composants essentiels de la qualité, les métabolites secondaires. Donc c'est une très vaste question. Je suis sûr que je ne vais pas y répondre ou vraiment très partiellement. Et pour y répondre, je vais vous présenter une étude que nous avons réalisée à Bordeaux avec des conditions assez limitées, mais où l'idée était d'évaluer ces impacts en provoquant une élévation de température modérée, j'insiste un peu sur le terme modéré, des températures de baies de raisin pendant la maturation. Parce qu'effectivement, on a eu des expériences antérieures sur des conditions artificielles avec des boutures fructifères en serre avec des échauffements très importants. Donc évidemment, ça permet de décrypter un petit peu les mécanismes physiologiques, mais ça ne répond pas vraiment aux questions que se posent les viticulteurs à court ou moyen terme. Donc là, dans le cas des évolutions du changement climatique, c'est vraiment une question d'échauffement modéré, progressif, plus que de saut brutal de température. Donc cette étude, elle a associé différents partenaires. Vous voyez, je ne rentre pas dans les détails, c'est essentiellement des chercheurs de l'ISVV de Bordeaux, à la fois sur la viticulture et sur l'énologie. Donc on a déjà parlé pas mal du contexte, vous le connaissez tous, changement climatique. Donc à Bordeaux, comme dans l'ensemble du Grand Sud-Ouest, comme dans la France et dans l'ensemble des régions viticoles du monde, on observe les mêmes choses. Regardez la littérature scientifique, c'est une thématique qui est persistante à l'échelle de la planète. Encore avant-hier, le CIVB organisait un séminaire de réflexion sur ces questions, comment essayer d'orienter la recherche pour répondre à ces défis. Si on avance un petit peu plus loin dans l'analyse, si on regarde les tendances du passé récent, évidemment on observe des élévations de température, aussi bien pour les moyennes et les extrêmes. Mais je voudrais insister sur l'effet de cumul qu'on observe entre l'échauffement moyen de l'atmosphère et l'échauffement des baies de raisin au moment de la maturation, parce qu'on a le cumul de deux effets, l'échauffement moyen de l'atmosphère et l'avancée phénologique qui elle-même est provoquée par l'échauffement pendant le début de saison. Et donc on se retrouve avec des périodes de maturation qui sont plutôt en août qu'en septembre et qui sont toujours avancées. On a fait des évaluations avec différents modèles. Ça fait une dizaine d'années déjà qu'on fait ce type d'évaluation. En gros, pour Bordeaux, on peut compter sur 30 à 40 jours d'avancée. Alors évidemment, par exemple, l'indice de fraîcheur des nuits qu'on a vu tout à l'heure, il ne faut plus le calculer sur septembre, il faut le calculer sur le mois d'août. Donc évidemment, ça change beaucoup de choses. Parce qu'on on a affaire à une culture d'été avec une vendange après le maximum de température annuelle. Donc évidemment, quand on avance la phénologie, on augmente les températures automatiquement. Donc évidemment, ces questions présentent, disons, nourrissent des interrogations sur la qualité du raisin à cause de choses qu'on connaît depuis très longtemps. Si on a développé l'indice de fraîcheur des nuits, c'est parce qu'on a observé qu'on avait des effets des températures nocturnes et qu'on avait plutôt intérêt à baisser les températures pendant la période de maturation pour avoir des vins de qualité, en particulier pour les blancs. Donc tout ça c'est connu, mais évidemment il y a des bémols à apporter. On connaît certaines choses sur le contrôle par la température du métabolisme des polyphénols, surtout en conditions artificielles d'ailleurs. On n'a pas toujours des réponses très réalistes en conditions de vignoble. Et puis pour les arômes et précurseurs d'arômes, on a encore assez peu de réponses. Donc c'est pour ça qu'on avait monté cette étude, pour essayer d'aider à la compréhension et donc à l'adaptation au changement climatique. Donc on a monté cette étude avec
deux originalités par rapport au reste de la littérature, hein, c'est élévation modérée de température et conditions de vignoble. Donc on a réalisé ça sur des cépages bordelais, donc je m'excuse, ce n'est pas toujours des cépages qui sont adaptés au Grand Sud-Ouest, hein, mais bon, je pense que les mécanismes ou les réponses sont vraiment génériques, hein, on pourrait parler de à peu près n'importe quel cépage. Donc on a fait ça pendant 2 années en conditions réelles de vignoble à Bordeaux, et vous voyez qu'on a utilisé simplement des comparaisons entre baies échauffées et témoins, avec 2 cépages, avec Cabernet Sauvignon et Sauvignon Blanc, un système de conduite classique à Bordeaux, et sur l'ensemble de la période après nouaison, donc sur un assez long terme. Et on a fait ça en utilisant un moyen qui est relativement simple. C'est une idée qui est australienne au départ, hein, qui a été publiée par des chercheurs australiens, avec un effet de serre très localisé sur les grappes, en plaçant des panneaux de polycarbonate, comme vous voyez sur la photo. Donc l'intérêt, c'est de séparer en fait l'échauffement des baies de l'échauffement général de la canopée, parce qu'on cherche à analyser la réaction du métabolisme secondaire dans les baies et non pas la réaction des feuilles ou la réaction de la photosynthèse à la température, par exemple. Donc on cherche vraiment à séparer les effets. Et en plus, c'est assez robuste, c'est assez bon marché. Et ça permet d'obtenir des échauffements modérés, comme vous voyez, à peu près 1,5 en moyenne, à peu près 5 degrés au maximum, si on compare les modalités échauffées par rapport aux modalités témoins. Donc ça a été appliqué avec un certain nombre de répétitions sur le long terme, comme je l'ai dit, et on a fait des prélèvements à différentes dates pour faire des mesures d'un peu tout ce qu'on avait à disposition du point de vue technique pour faire des mesures sur les métabolismes secondaires, à la fois polyphénol et précurseurs d'arômes ou arômes. Alors, voici les premiers résultats. Donc d'abord les échauffements que l'on peut observer. Donc vous voyez qu'à gauche, ce qu'on appelle delta T, hein, simplement c'est une différence de température entre la modalité échauffée et le témoin. Donc pour l'air qui se trouve dans la zone des grappes, donc sous les panneaux de polycarbonate, vous voyez qu'on a des échauffements en rouge les maxima et en bleu les minima, donc plutôt pour répliquer aux températures nocturnes. Donc on a un échauffement qui se produit principalement pendant la journée, mais on a quand même un échauffement qui est assez significatif pendant la nuit. Pour les baies, on avait équipé les baies de thermocoupe pour suivre en continu les températures. Donc vous voyez qu'on a des échauffements du même ordre. En gros, si on considère l'ensemble des périodes, vous voyez qu'on est à peu près pour les 2 millésimes, hein, on est à peu près à 1,5 degrés d'élévation de température en moyenne, avec des maxima qui atteignent 4 ou 5 degrés. Donc tout ça, c'est assez compatible avec ce qui pourrait se passer pour le métabolisme du raisin dans le futur, à assez court ou moyen terme, évidemment avec le changement climatique. Alors, premier résultat d'analyse sur tout ce qui est composé de métabolisme primaire, hein, les sucres et les acides. Donc, évidemment, comme notre dispositif ne cherchait pas du tout à modifier le métabolisme primaire, donc on est assez content de ne pas observer de différence sur le métabolisme primaire, à part une petite baisse d'acidité qui est évidemment bien connue pour ce qui concerne l'acide malique. Donc je ne commente pas plus ces résultats. Deuxième composé très important qui font un petit peu la liaison entre métabolisme primaire et secondaire, qui sont à la source de la chaîne métabolique des polyphénols. Donc les acides aminés. Donc sur l'ensemble des graphiques, hein, vous voyez en rouge les baies échauffées et en bleu les baies témoins. Sur différents stades, hein, depuis la fermeture de la grappe jusqu'à la maturité. Donc vous voyez que pour les 2 cépages, pour les 2 années, on a très peu de différences observées,
sauf une petite baisse pour le Sauvignon à maturité, avec un effet qui était certainement surtout dû à l'alanine, sérine et phénylalanine. Donc je passe assez rapidement. Sur les anthocyanes, là on a une réponse assez marquée. Donc vous voyez que l'échauffement provoque une baisse des composés anthocyanes à la fois en quantité, mais aussi en rapport de ce qu'on appelle le rapport de substitution, qui concerne, disons, le rapport quantitatif entre deux classes d'anthocyanes. Donc en fait, il y a un petit peu une bifurcation dans le métabolisme des anthocyanes. Donc ça, c'est un effet de l'échauffement qui est assez bien connu. Globalement, tous ces résultats confirment des choses qui sont déjà bien connues. On a un effet négatif de la chaleur sur la couleur, les anthocyanes, et ça peut être corrélé à la baisse de composés en certains acides aminés comme la phénylalanine, qui est un indicateur de consommation par le métabolisme secondaire qui suit la production de cet acide aminé. Autre poursuite des résultats d'analyse sur les tanins. Donc là, des indications de résultats un petit peu globaux, intégrés, avec différentes classes de tanins. Donc je ne rentre pas dans les détails, hein, évidemment. Vous voyez dans la légende les différentes, à quoi ça correspond. Donc si on regarde la maturité, on n'observe quasiment aucune différence sur nos traitements. Mais ça suit des cinétiques qui sont assez différentes. Vous voyez, avec des pics observés autour de la véraison qui indiquent une production accélérée de tanins pendant la première phase verte de l'évolution des baies de raisin, suivie d'une décroissance très, très rapide. Donc on peut supposer, donc là c'est des choses qui ne sont pas très bien connues, même pas connues du tout, hein, et on peut supposer qu'il y a un effet de la température. Vous voyez, même pour un échauffement très, très modéré, on a des effets transitoires qu'on ne sait pas très bien expliquer et qu'il faudrait, enfin il faut certainement poursuivre des recherches dans ce sens pour voir si on pourrait contrôler, s'il y a des moyens de contrôler ces évolutions. Pour les arômes, je vous présenterai seulement deux classes, mais on a fait d'autres analyses. D'abord l'IBMP, hein, donc un arôme bien connu qui n'est pas toujours positif, hein, mais bon, qui est un indicateur du métabolisme des arômes. Et vous voyez que pour les deux cépages, donc toujours Cabernet Sauvignon et Sauvignon blanc, vous avez assez peu de différence à la récolte. Aucune même, mais pour le Cabernet Sauvignon, on observe là aussi une évolution un peu transitoire autour de la véraison, avec des différences significatives dans certains cas. Là aussi, qu'on ne sait pas trop expliquer. Hein. Donc, apparemment, c'est au moment de production de l'IBMP qu'on a le plus d'effets éventuellement un effet accélérateur d'une hausse de température, mais qu'ensuite, sur la dégradation, au cours du reste de la maturation, on n'a pas beaucoup d'effets. Et j'en arrive certainement le résultat le plus significatif que nous avons obtenu sur cette étude. Donc sur des précurseurs de la famille des thiols, des précurseurs de 3-SH, 3-sulfanyl et hexanol. Donc vous voyez à gauche le Cabernet Sauvignon, à droite le Sauvignon blanc. Et des évolutions différenciées, mais en tout cas une forte différence observée au moment de la maturité, de la récolte, et des cinétiques assez différentes, une progression presque linéaire pour le Sauvignon blanc, et des différences significatives même très tôt en saison, alors qu'on a un croisement de courbes pour le Cabernet Sauvignon, et on arrive à une forte réduction de ces composés, d'à peu près 50% pour le Cabernet Sauvignon et jusqu'à 70% pour le Sauvignon blanc. Pour les vins, donc, je ne peux pas du tout vous présenter l'ensemble des résultats, mais juste une diapositive un petit peu synthétique, avec à gauche le Cabernet Sauvignon et à droite le Sauvignon blanc, et puis après 1 an d'élevage et 2 ans d'élevage, en haut et en bas.
Donc on observe au niveau un petit peu sensoriel des différences sur les vins rouges, avec par exemple plus d'astringence au bout d'un an, moins de couleurs. Donc on a des choses qui sont, disons, compatibles avec les analyses biochimiques. Pour les vins blancs, on n'a pas de différence. Et du point de vue des arômes, on voit des choses aussi qui indiquent probablement des phénomènes qui se passent pendant l'élevage, pendant les fermentations et l'élevage. Par exemple, sur les thiols, on n'observe aucune différence pour les vins rouges et parfois même une augmentation pour les vins blancs alors qu'on avait une diminution pour les analyses dans les baies. Donc vous voyez qu'on a des résultats parfois un peu contradictoires et on ne sait pas trop bien ce qui se passe pendant les fermentations et l'élevage. Donc là encore, c'est des résultats un peu partiels et préliminaires, donc là encore, il y a encore un champ de recherche à poursuivre. Donc en résumé, sur cette étude, on a vu qu'on n'a pas trop de variations de métabolisme primaire, ce qu'on recherchait en fait. On a des réductions de certains acides aminés, des anthocyanes, des modifications d'équilibre dans la physiologie. Et on a, pour ce qui concerne les arômes et précurseurs d'arômes, on a plutôt une tendance à la réduction, surtout pour des précurseurs de thiol. Donc j'ai cité les chiffres. Et pour les vins, on a des effets plus ou moins cohérents et certainement des effets sur le vieillissement. Donc j'en arrive à la conclusion. On a vu qu'avec un échauffement qui reste très modéré, hein, j'insiste un petit peu, on a différentes réponses, différentes cinétiques, quelques réponses intenses, notamment pour les thiols. Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour expliquer ces types de réponses, donc en termes de déterminisme, de voie métabolique. Donc c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire. Hein, et, par exemple, on cherche avec ces échantillons à analyser les réponses d'expression de gènes pour voir. On peut remonter assez loin dans, disons, pour la plante, quels sont les capteurs de température et comment les différentes enzymes ou différents gènes répondent à la température. Du point de vue viticole, évidemment, ces résultats confirment des impacts potentiellement négatifs pour la qualité des vins, notamment pour les blancs. Hein. Et en termes d'adaptation de la viticulture, on en a déjà parlé pas mal ce matin, hein, donc on sait qu'il y a des impacts positifs du changement climatique. Il ne faut pas toujours regarder le côté négatif des choses. Hein. On a pour l'ensemble du Sud-Ouest une meilleure maturité, on a des facilités sur les derniers millésimes. Tous les meilleurs millésimes du point de vue de la qualité ont été notés pour les 20 dernières années. Hein. Il faut garder ça à l'esprit. Mais pour le futur, on peut redouter des impacts négatifs. Donc, surtout, on l'a vu sur les précurseurs d'arômes. Donc, évidemment, pour s'adapter aux nouvelles conditions, il faut rechercher peut-être de nouveaux équilibres. Ou bien il faut s'adapter en adaptant les pratiques. Et moi, j'ai résumé ça par favoriser l'ombrage des grappes. Donc on en a déjà un petit peu parlé, on a parlé de l'ombrage au niveau de la canopée entière, mais ça peut concerner également directement les grappes. Donc il peut y avoir des techniques artificielles ou il peut y avoir tout simplement repenser des pratiques habituelles, comme les feuillages par exemple, il peut être vraiment remis en cause par ce type de résultats. D'autre part, on peut peut-être repenser à favoriser la vigueur pour avoir plus d'ombrage des grappes. Donc, il y a plein de possibilités. Hein. La viticulture est éminemment plastique. Elle offre beaucoup de capacités d'adaptation. Par exemple, planter des vignes sur les coteaux exposés au nord, c'est aussi notre perspective. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention et je remercie les financeurs de cette étude, Région Nouvelle-Aquitaine et CIVB.